Vous écoutez le podcast à Carl. Une production d'Hugo Isabelle. Bonjour à tous et bienvenue au podcast à Carl. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir discuter avec Jérémy Daniel, cofondateur et team manager de l'écurie de course de Racing Company. Pour être franc, je ne connaissais pas grand-chose au domaine de la course il y a de ça 1 an et demi, mais maintenant que je suis en couple avec sa sœur, j'ai pas le choix de m'embarquer dans ce sport et à ma grande surprise, je me suis découvert une grande passion. Je suis content de vous en faire connaître plus sur ce sport aujourd'hui et je suis très content d'avoir Jérémy sur le podcast. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de m'avoir invité à ton podcast, Carl. Ça fait super plaisir d'être ici. Cool. Fait que comme je disais, c'est vrai, j'en connaissais vraiment pas beaucoup sur ce sport. Puis je pense qu'aujourd'hui, on pourra en discuter, d'en faire apprendre au monde aussi qui ne connaissent pas vraiment c'est quoi la course automobile. Exact. C'est un milieu qui est quand même méconnu là, de la majorité des gens là, parce que c'est pas toutes les personnes qui ont accès à ce domaine-là. Là, et donc, c'est le fun d'en parler avec toi. Ouais, on va pouvoir en jaser. Fait que pour commencer, j'aimerais ça que tu nous fasses un résumé rapide de ta carrière et comment tout ça a commencé pour toi. Écoute, ça fait hyper longtemps. Quand j'avais 4 ans, mon père m'a acheté mon premier kart. Et pour ceux qui habitent sur la Rive-Sud, en fait, j'allais pratiquer où les autobus sont stationnés à la Magdeleine. Donc, il y a des genres d'ovales là-bas. Et j'allais pratiquer là le week-end quand il n'y avait pas d'école, évidemment. J'y allais pas pendant l'école parce que j'aurais fauché probablement une couple de personnes. Ouais. Mais le week-end, mon père m'amenait là. Puis la raison pourquoi on allait là, c'est parce que les circuits de karting sont 7 ans et plus. Okay. Donc, normalement, tu peux commencer à faire de la pratique ou du karting à l'âge de 7-8 ans. Ouais. Mon père, étant donné qu'il y a eu un garçon, j'étais à peu près son petit singe de course. Là. Il m'a mis dans un karting assez tôt, dans un kart assez tôt, puis c'est là que j'ai commencé. En fait, j'ai fait du karting jusqu'à l'âge de 15 ans. Okay. Même 14 ans, je pense, et j'ai lâché le karting quand même assez tôt, malgré, étant donné ma grandeur et tout. Mm-hmm. Le karting demande, en fait, pas nécessairement d'avoir la meilleure forme physique, mais il faut être très petit pour respecter les poids minimums et tout. Puis moi, étant donné que je suis 6 pieds 1 et aussi large que long, donc je respectais jamais le poids minimum, donc ça me désavantageait beaucoup. Mm-hmm. J'ai eu des super bonnes années de karting. Je veux dire, j'ai fait plein de championnats un peu partout en Amérique du Nord. Donc il y a des années, je faisais à peu près 30 courses par année. Là. C'est énorme. Là. C'était comme un week-end sur 2 minimum, on était aux courses. Donc mes parents, ils m'ont trimballé un peu partout toute mon enfance aux courses. Ouais. Puis par la suite, j'ai fait le saut en monoplace, donc en formule. J'ai fait de la formule 1600 pendant 2 ans. Qui est en fait une formule un peu comme des Formule 1, mais c'est vraiment la base. Là, à peu près tous les pilotes de F1 ont passé par là. Donc une formule 1600, c'est un petit moteur 1.6 litres. Pas d'aérodynamique, rien. Donc c'est vraiment rough un peu. Là. C'est une voiture pour débuter dans l'automobile. Ouais. Puis après ça, c'est suivi quelques années là, où j'ai fait de la Porsche GT3 Cup. J'ai fait du CTCC, j'ai fait de la Star Mazda, qui est un championnat américain qui faisait partie du système d'échelon de IndyCar. Mm-hmm. J'ai eu des très belles courses dans ce championnat-là, deux très belles années. Par contre, la course, ça revient un petit peu toujours aux mêmes discussions. C'est une question de budget beaucoup. C'est un sport qui demande beaucoup de budget, souvent beaucoup de commandites. Et c'est pas facile, des fois, pour un Québécois, en fait, d'aller chercher des commandites quand en fait, tu courses pas au Québec. Non, c'est difficile d'aller chercher du support, justement, d'ici. Donc, pour certaines raisons, bon, j'ai quitté la Star Mazda. J'ai fait aussi... j'ai fait de la Pirelli World Challenge. Mm-hmm. Et il y a quelques années, on a lancé un programme avec l'équipe de course. J'imagine qu'on va en parler peut-être un petit peu tantôt, mais j'ai fait du Pirelli World Challenge avec la Audi RS3 LMS TCR qu'on a présentement. Et jusqu'à maintenant, où cette année, en fait, j'ai
J'ai commencé à faire de la course d'endurance un petit peu partout dans un championnat assez particulier qui s'appelle 24 Hour Series, qui est un championnat international, donc qui voyage sur tous les continents. Là. Ouais. Très cool. J'ai pris une petite note ici. Je voulais savoir, au niveau de la grandeur, tu disais en karting et tout ça, est-ce que c'est la même chose au niveau comme formule? Est-ce que les pilotes de Formule 1, dans le fond, c'est des gars qui sont plus petits tout le temps? Ah, c'est clair. Écoute, par cœur, je ne sais pas c'est quoi la grandeur de Lewis Hamilton, mais il doit mesurer 5 pieds 10, 5 pieds 9. C'est tous des gars qui sont très, très, très petits. Ouais. Puis pour maximiser la performance des Formule 1, puis pour être capable justement de faciliter le travail des ingénieurs, eux autres, ils sont obligés d'aller chercher des pilotes qui sont le plus petits possible. Okay. Puis un autre des raisons, c'est que les cockpits des Formule 1 sont très, très, très petits. Donc, je pense que le plus grand pilote qui a roulé en F1, un des plus grands, ce serait Webber. Okay. Puis, je me souviens plus si Justin Wilson a fait de la Formule 1, mais je sais que Justin Wilson, c'était un gars qui était très, très, très grand. Si vous ne connaissez pas Justin Wilson, allez voir sur Internet. Ouais, exactement. Donc, c'est quelqu'un qui a fait de la Formule. Je sais qu'il a fait de l'IndyCar, qui était très, très grand aussi. OK, cool. Donc, oui, ça a un impact. Ouais, c'est ça que je me demandais. Comme tu disais au niveau du karting, je me demandais au niveau de Formule 1 aussi. J'imagine, tu vois, les gars, c'est jamais des gars qui sont vraiment super bâtis. Exactement, oui, exactement. Good, je voulais savoir aussi, on va parler juste rapidement de ta carrière. Tu sais, on en a fait un résumé, là. Tu as vécu plein de belles choses, mais maintenant, tu es dans des nouveaux défis avec l'écurie. Mais sinon, est-ce que tu peux me dire, c'est quoi les plus beaux moments de ta carrière de pilote? Il y en a plein, c'est sûr. Je veux dire, j'ai été aux courses à peu près à toutes les années ou presque. Ouais. Écoute, si j'avais à en nommer 2-3, je veux dire, quand j'étais tout jeune, j'ai fait un championnat qui s'appelait Stars of Karting, Snap-on Stars of Karting, qui n'existe plus, je pense, aujourd'hui. Okay. Mais c'était un championnat énorme, je veux dire, c'était un des plus gros championnats de karting au monde. Du moins, c'était la référence en Amérique. Ouais. Et chaque week-end, on arrivait là, il y avait 100, 120, 140 pilotes par catégorie. Puis chaque week-end, c'était comme un championnat parce qu'il y avait des éliminations, puis on pouvait pas être plus que, je me souviens plus, peut-être comme 70, 80 sur la grille pour la course, exactement. Fait que chaque week-end, c'était vraiment énormément d'action, puis ça... Je veux dire, tu sais, fallait que tu fasses ta place. Il y avait des Sud-Américains, il y avait des Américains, il y avait des Canadiens, il y avait beaucoup, beaucoup de jeunes de l'Europe aussi parce que c'était un championnat qui était ultra compétitif, tu sais. Donc ça, j'ai passé des très belles années, du plus que j'étais dans la même écurie qui était une écurie du Québec avec deux de mes très bons amis que j'ai encore aujourd'hui, Xavier Coupal puis Maxime Pelletier, qui sont... des super bons chums, puis on allait aux courses ensemble là, dès notre plus jeune âge. Là. Donc ça, c'était des super beaux moments. C'est sûr que sinon, je veux dire, j'ai eu des belles années aussi en GT3 Cup Canada. Ouais. C'est une voiture qui m'a beaucoup appris. C'est la voiture Sedan la plus rapide que j'ai pilotée à date là, dans ma carrière. Donc, une Porsche GT3 Cup, donc c'est très, très, très rapide comme véhicule. Puis si j'avais à en nommer un dernier, ce serait ma victoire récemment là, aux 24 heures de Cota au Texas. Là, on va en reparler c'est dans les questions, mais c'est sûr que ça doit être un des beaux moments là-dedans. Donc, c'est ça. Pour ceux qui ne sont pas au courant, ton père et toi, vous êtes propriétaire d'une écurie de course ici au Québec. Ça s'appelle The Racing Company. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste exactement d'avoir une écurie? C'est quoi les objectifs aussi là, de l'entreprise? Ouais, donc c'est pas... en fait, tout d'abord, c'est pas facile, la course automobile. Ouais. C'est toujours... c'est toujours un milieu qui est assez difficile, puis encore une fois, qui demande beaucoup de budget. Donc, le plus gros challenge de l'équipe de course, c'est d'aller chercher des pilotes. Donc, dans le fond, nous, ce qu'on fait, c'est que on prépare des voitures de course dans un championnat sélectionné. Présentement, en fait, on court en CTCC, qui est le Canadian Touring Car Championship. Et dans le championnat CTCC, il y a une catégorie qui s'appelle TCR,
En fait, la TCR, c'est une voiture qui n'est pas monotype, mais presque. Une voiture monotype, en fait, c'est comme une voiture qui est la même pour tous les autres compétiteurs. Donc ça, on appellerait ça un championnat monotype. Mais ça se rapproche beaucoup de ça parce qu'en fait, la TCR, c'est un championnat qui est homologué et qui implique plusieurs manufacturiers. Ce championnat-là, TCR, a des licences un peu partout dans le monde. Donc, on a un TCR Canada, États-Unis, t'en as, name it, là, il y a à peu près tous les plus gros pays où il y a de la course automobile, il y a un championnat de TCR, t'en as en Australie, t'en as en Asie, t'en as en Europe, et ainsi de suite. Donc, c'est tous des voitures qui ont des moteurs 2 litres turbo avec des transmissions séquentielles ou DSG de rue, traction avant, avec tout un package d'aérodynamisme et tout, là. Donc, la compétition est très, très, très féroce. Et c'est pour cette raison-là que nous, on a décidé de se diriger vers le TCR avec l'équipe TRC, il ne faut pas confondre. Oui, c'est ça, ça s'ensemble aussi. Puis juste faire rapidement le parallèle entre la Formule, tu sais, comme les Formule 1 puis le TCR, juste pour que les jeunes comprennent un peu en fait, c'est quoi la différence. Oui, exactement. Donc, le TCR, en fait, c'est vraiment comme une voiture de rue. Donc, dans les TCR, tout dépendamment des régions dans le monde, en fait, il y a certaines marques, on a des Seat Cupra, on a des Golf GTI, des Audi RS3, des Alfa Romeo Giulietta, on a des Honda Civic type R, il y a des Hyundai i30N ou Elantra, là, en fait, pour le Canada. Il y a des Hyundai Veloster aussi. Écoute, je pourrais en nommer, il y en a plusieurs. En Europe, on a des Citroën. En Asie ou plus vers l'Europe de l'Est, il y a des Subaru WRX STI. Traction avant, pour ceux qui connaissent ça, c'est spécial, mais ça se fait aussi. Et écoute, il y a toutes sortes de voitures, mais ça revient toujours à des voitures sonnantes. Donc, c'est comme des voitures de rue qui sont adaptées pour la course. La grosse différence, c'est que ce n'est pas des voitures qui ont... Ça n'a jamais été une voiture de rue, en fait. C'est des voitures qui ont été conçues dès le départ pour la course. Et c'est des voitures qui sont conçues par le manufacturier. Donc, comme Volkswagen, Audi, etc. Donc, pour une équipe comme nous, c'est beaucoup plus facile de dépenser l'argent pour aller chercher une voiture comme ça, que toute la recherche et développement a été faite, tout le testing et le développement a été fait avant qu'on achète la voiture. Donc, pour nous, c'est beaucoup plus facile à opérer parce qu'on sait que la voiture est fiable, on sait qu'on a un livre de maintenance qu'on doit respecter. Donc, à tant de kilomètres, tu fais telle maintenance et la voiture va rester en forme, va rester fiable et tout. Donc, tous ces éléments-là font en sorte que des voitures comme ça, de classe TCR, qui sont bâties par le manufacturier, ça a vraiment de valeur. Là, Ouais. Fait que si on revient un peu, on a peut-être été off-topic un peu, mais juste expliquer encore là un peu, c'est quoi les objectifs vraiment de votre entreprise, de l'écurie. Donc, nous, comme que je disais, dans le fond, c'est qu'on prépare des voitures de course. On a un beau garage pour préparer les voitures à Delsun, donc sur la rive sud de Montréal. Et ce qu'on fait principalement, c'est de la préparation et de la maintenance de voitures de course. Pour le championnat qu'on participe, là, en fait, dedans, qui est CTCC, avec des voitures TCR. L'année dernière, ça a été une bonne année, je pense. On a fini 2e et 4e au championnat avec Jean-François Hévé puis Mathieu Taskinen respectivement. On avait aussi Lindsay Rice qui était dans l'équipe, qui a malheureusement pas participé au championnat au complet, mais qui était là. Donc, la majorité des week-ends, on avait 3 voitures. Et notre travail consiste aussi en fait à faire la maintenance et la préparation et l'organisation de l'événement, dans le fond, aux courses. Donc, nous, on prend les voitures, on les prépare au garage, on les amène aux courses. Les pilotes qui pilotent pour l'équipe, ils amènent leur habit, ils amènent leur casse. Et quand ils arrivent aux courses, la voiture est prête, ils embarquent dans la voiture, ils s'en vont aux courses. Exactement. C'est clé en main pour le client. Et nous, ce qu'on a, c'est des pilotes qui sont payants. Donc, nous, on roule un programme Customer Racing qu'on appelle. Donc, en fait, c'est des clients qui veulent aller aux courses. Et c'est pas un programme qui est
de marketing, si on veut. Donc, nous, on ne paie pas des pilotes pour courser pour nous en échange de commandites ou quoi que ce soit. C'est les pilotes qui viennent... Qui payent pour leur propre saison. Exactement. Ouais. Donc, fait que ça, c'est une grosse affaire que moi, je connaissais pas, puis je suis sûr que 95% du monde, c'est pas les personnes qui, justement, coursent dans les circuits comme vous faites. La majorité du monde paye pour être là, ils ne sont pas payés. Tu sais, faut regarder la course automobile comme un peu n'importe quel sport, en fait. Ouais. T'as des championnats amateurs, t'as des championnats semi-professionnels, t'as des championnats qui sont professionnels. Tu sais, souvent moi je suis pas quelqu'un qui me vante, là, tu sais, puis je parle rarement du fait que je fais de la course automobile aux gens que, tu sais, je connais pas et tout, tu sais, l'entourage proche, ils savent que je fais ça, mais c'est pas quelque chose à laquelle je me vante, mais tu sais, quand quelqu'un apprend que je fais de la course automobile, souvent, leur première question, c'est « Tu fais-tu de l'argent avec ça? » tu sais? C'est ça, exact. Non, j'en fais pas. Non. C'est très difficile de faire de l'argent avec la course automobile pour plusieurs raisons. En fait, c'est parce que ça prend beaucoup d'argent pour faire de l'argent. Je sais que là, je parle tout le temps de ça, là, mais c'est un gros sujet autour de la course automobile. Le truc qui arrive, c'est que j'ai rien contre tous les autres sports, mais je veux dire, pour te rendre dans la Ligue nationale de hockey, ça te prend des patins, ça te prend un bâton, puis ça te prend des épaulettes, puis un mouthpiece, un casque, puis let's go. C'est un équipement qui coûte gros top, t'as acheté la meilleure affaire, là, 3000 $. Ouais, exact. Ouais. 3000 $, ça c'est un set de pneus aux courses, puis on en passe 3 par week-end. Ouais. Minimum. Ouais. Dans un championnat comme CTCC, donc, c'est très, très, très dispendieux. Je ne veux pas parler nécessairement de budget, mais tu sais, grosso modo, un week-end de course dans un championnat semi-professionnel peut coûter de 5 000 $ à 50 000 $ pour une fin de semaine, tu sais. Et t'es pas professionnel, t'es semi-professionnel. Donc, c'est très dur de se rendre là parce que c'est un concours de circonstances. Il faut que tu sois remarqué, il faut que tu aies un bon marketing de toi-même dès le départ. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai jamais eu à utiliser ça et je ne l'ai jamais utilisé, mais je pense qu'aujourd'hui, si quelqu'un veut faire de la course, ça y prendrait peut-être un agent, tu sais. Quelqu'un qui est capable de le déplacer puis de l'aider à aller trouver des partenaires marketing, ces affaires-là. Donc ça, c'est une partie qui est très dure de la course automobile. Les réseaux sociaux dans un sens. Ouais, aussi, tu sais, exactement. Encore mieux si tu as un agent qui est capable de faire un peu tout ça, là, mais oui, ça, c'est une autre partie qui est très, très, très importante. Peut-être qu'on va en parler plus tard, là. Donc c'est ça, donc je sais même plus où je m'en allais avec ça. Dans le fond, c'était juste en gros pour dire que non, tu fais pas de l'argent. Ouais, exactement. Donc c'est très dispendieux. Puis en fait, qu'est-ce que je disais, j'ai retrouvé mon idée, c'est que tu as des championnats qui sont semi-professionnels et tu as des championnats qui sont professionnels. Et comme comme au football, comme au hockey, tant que t'es pas dans la grosse ligue, tant que t'es pas dans la NHL ou que t'es pas dans la NFL, tu ne feras pas de gros salaires. Puis si on peut comparer on peut dire qu'en fait c'est juste qu'il y a plusieurs échelons, puis ça dépend des endroits dans le monde, mais si on peut comparer ça à un championnat canadien le CTCC, le championnat canadien de touring, c'est un championnat qui est canadien. Si tu le compares à la CFL, c'est pas pareil. Parce que la course automobile, au Canada, c'est moins populaire qu'ailleurs dans le monde. Tu vas avoir des championnats régionaux, tu vas avoir des championnats nationaux ailleurs dans le monde, en Australie, en Europe et ainsi de suite, en Asie, où il y a des gars qui vont gagner leur vie avec ça. Parce que la course automobile, là-bas, c'est populaire. C'est très, très, très populaire. Ici, au Canada, au Québec, on parle que de hockey et un peu de football, tu sais. Donc, c'est pas très, très populaire. Puis c'est un sport qui perd un peu de popularité, beaucoup à cause que, la majorité des gens, des entreprises, ainsi de suite, prennent un tournant vert. Puis la course automobile, ça peut être mal vu aussi par certains gens, mais il faut pas oublier qu'on fait aussi nos efforts. On utilise des huiles recyclées. Tu sais, je veux dire, il y a plein de trucs qui sont faits.
Il y a même des compagnies qui font des reproductions de pièces de body, de carrosserie de véhicules en matériaux biologiques. OK. Le TCR aussi s'en va vers le eTCR. Ouais. Donc, je ne serais pas surpris que d'ici 2025-26, il n'y en ait plus de TCR, que ce soit vraiment le eTCR, qui soit un TCR que à batterie. Là. Ouais. C'est cool, Donc, tu sais, la course automobile se développe beaucoup. Ça fait plusieurs années qu'on parle de Formule E aussi. Donc, ça aussi, ça marche quand même bien. Puis, je veux dire, ça va attirer de plus en plus de gens parce que de plus en plus de gens aussi font des efforts pour notre planète, là, pour sauver un peu l'écologie. Donc, on vit un gros changement, puis ça se voit aussi là, dans la course automobile. Cool. Intéressant, pour de vrai. On a parlé un petit peu des défis, justement, d'avoir l'écurie, je pense, au niveau budgétaire et tout. Moi, ce qui m'a le plus impressionné, puis tu sais, je t'en parle tout le temps, c'est vraiment l'efficacité de l'équipe lors des week-ends de course. Chacune des personnes dans l'équipe doit vraiment exécuter son travail pour que le pilote puisse, comme tu dis, arriver, puis juste piloter la voiture, puis pas avoir de soucis. C'est vraiment un gros travail d'équipe. Tout ça doit être synchronisé de A à Z. Comment tu trouves ça? C'est toi qui dois un peu gérer le travail d'équipe, c'est toi un peu le leader là-dedans. Comment tu fais pour justement avoir autant cette bonne synchronisation-là? Puis aussi, c'est quoi votre vision d'équipe? Pour commencer, notre vision d'équipe, c'est sûr que c'est toujours d'offrir le meilleur service possible. En fait, comme que je disais tantôt, c'est du customer racing, c'est pour des clients. Nous, on veut offrir le meilleur service possible aux clients, puis on veut offrir aussi la meilleure compétition à nos compétiteurs. Donc, il y a une grosse question d'orgueil là-dedans aussi, dans le sens où, oui, on est là pour nos clients, mais on est aussi là pour gagner, pour performer. On veut être capable de monter sur le podium à tous les week-ends. Donc, pour l'équipe, ça, c'est quand même très important. C'est pour ça qu'on met en place tout ce qu'on a de besoin pour être capable de pousser les pilotes au maximum. Donc, on a un ingénieur, on a un coach pour les pilotes, en fait, plus au niveau de la conduite. Okay. On a 1 à 2 mécanos par véhicule. On a quelqu'un qui s'occupe de nourrir ces gens-là. On a quelqu'un qui s'occupe que des pneus. On a quelqu'un qui s'occupe de l'essence pour les véhicules. Donc, ça demande un gros travail de synchronisation aussi à la piste parce que souvent, on a très peu de temps entre les sessions. Donc, à chaque fois qu'un véhicule revient au garage, donc au camion ou peu importe, tout de suite, il faut que les gars ils embarquent sur le véhicule, puis il faut que les mécaniciens savent exactement quoi faire. Donc, il y a des procédures pour chaque fois qu'on sort de piste. Donc, ça, c'est important que toute l'équipe suive exactement ce qu'il y a à faire pour être capable d'exécuter le plus efficacement possible tout le travail qu'on a à faire. Donc la course, c'est pas juste sur la piste. Non. Souvent, c'est aussi dans les pluies. Puis contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la course automobile, c'est pas un sport solo. Non, c'est vraiment un sport d'équipe. Puis c'est encore plus un sport d'équipe quand on fait de la course d'endurance. Là. Mais c'est vraiment un sport d'équipe parce que, tu sais, je veux dire, s'il y a quelque chose qui va pas bien sur le véhicule, puis que le pilote il finit pas la course à cause d'un problème mécanique, à moins que ce soit vraiment une bad luck, la majorité du temps, c'est de la faute de l'équipe. La maintenance, elle n'a pas été faite de la bonne façon, ou il y a des choses qui ont été laissées de côté. Donc ça, c'est très important de faire attention à ça. Puis c'est pour ça qu'on a une grosse équipe, puis c'est pour ça qu'on a en fait un team manager. Je m'occupe de tout chapeauter l'équipe avec mon père aussi qui me donne un gros coup de main parce qu'il a beaucoup d'expérience. Il s'y connaît plus que moi en mécanique. Il s'y connaît plus que moi en tout ce qui est moteur et véhicule. Mon père a beaucoup d'expérience aussi dans la carrosserie, débosser les voitures, réparer des accidents et quoi que ce soit. Donc quand on a un débris, des accidents ou quoi que ce soit, c'est son cerveau qui se met à l'œuvre plus que le mien parce que
c'est vraiment moins mon domaine. Ouais. Moi, je suis là pour rassembler tous les gens nécessaires pour l'équipe. Je suis là pour organiser le programme. Je suis là pour aller chercher les clients aussi, être capable de prendre les bonnes personnes, de les asseoir dans la voiture puis d'aller aux courses comme ça. Donc, c'est plutôt ça mon travail là, dans l'équipe de course. Là. Ouais, c'est pour vrai, comme je dis, c'est incroyable. Puis moi, j'en parle tout le temps. Je vous dis, vous autres, vous riez, mais tu sais, à la toute première course que je vois, JF, il se fait rentrer dedans. Il s'est fait rentrer dedans, ouais. Il rentre au puits. Moi, je vois la voiture, je suis comme, bon, JF est fini pour le week-end. Faut qu'il achète un nouveau char. C'était quand même une bonne Puis, accident. là, après ça, je vois les gars commencer à travailler dessus, aller trouver un bumper, je sais pas où, mettre ça là, boum, 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 travailler toute la nuit. Je me réveille le lendemain, je pense comme à 6h, comme même. Là, je reviens au garage, là, je vois le char, je suis comme, impossible. Je suis là, Jeff, il course aujourd'hui, tu sais, le tour. Ben oui. Ouais, ben oui, tu sais. Fait que, tu sais, moi, je connaissais pas ça, tu sais, puis c'est fou de voir vraiment comme le travail d'équipe, comme on en parlait, mais aussi juste le dévouement des gars qui sont là. C'est un travail de fou, là, tu sais. Tout le monde est passionné là, de ça, là, c'est débile, les gars. Nos mécanos, on a Carl Lavoie, Sylvain Gagnon. On avait plusieurs autres mécaniciens cet été aussi, mais ces deux gars-là, ils ont fait un job incroyable. Ils se sont couchés aux petites heures du matin une couple de fois. Puis des fois, ça n'a même pas rapport avec des accidents. Il y a des soirées que les gars ils ont fait des enlignements jusqu'à 3 heures du matin parce qu'il fallait changer l'enlignement dû au règlement, etc. Peu importe, on peut pas besoin de rentrer dans les détails, mais les gars, ils ont fait une job incroyable cette saison. Puis il faut que tu sois passionné parce que c'est pour, fou. pour faire ça, puis travailler des journées énormes comme ça, c'est quand même dur. Quand je reviens d'un week-end de course, là, je suis content de me reposer 2 minutes, là, parce que ça s'arrête pas, je veux dire. Puis tu sais, t'es dehors aussi sans arrêt, là, je veux dire. Tout ça se passe à l'extérieur, donc je veux dire, c'est pas un désavantage. J'adore ça, tu sais, je suis habitué, puis je veux dire, j'ai passé toute ma vie dehors à aller aux courses, neige, pluie, soleil, frette. Tu sais, toutes les conditions, on les a vues, tu sais. Fait que moi j'adore ça, mais des week-ends de course, là, souvent les journées, ça va de 7h le matin à 1h du matin le lendemain, puis je veux dire, ça, à 7h le lendemain, ça recommence, tu sais. Fait que c'est ça, faut travailler fort, c'est un gros rush, mais je pense que le résultat, puis l'adrénaline que ça donne d'aller aux courses, puis la fierté que tu as quand tu montes sur le podium, je pense que ça vaut la peine là, je pense que ça vaut, de vivre ça, puis tu l'as vécu aussi. J'ai là, vécu je veux cette dire. année. Fait que, on a touché un peu tout ce qui est un petit peu marketing, mais on a parlé un peu de personal brand pour les pilotes. Ouais. Mais de quelle façon est-ce que tu te prends pour faire connaître l'écurie, mais également pour faire connaître le sport de plus en plus au niveau du Québec? C'est sûr que, puis c'est une bonne question, c'est sûr que c'est pas très connu la course automobile, comme que je disais un petit peu plus tôt. Je pense que c'est pas parce que les gens ne s'y intéressent pas nécessairement, mais plutôt parce que c'est un sport qui est très technique. Ouais. C'est très dur à comprendre souvent, tu sais, même quand on check la course quand on regarde la F1 à la télé, là. Moi, je suis beaucoup la F1, tu sais, puis je veux dire, qu'est-ce qui est excitant de la F1, c'est de suivre tout ce qu'il y a alentour, tu sais, les pré-reportages avant la course, le post-reportage, tout ça, tu sais, ça patine, ça parle de plein de trucs, ça parle de switch de driver entre les équipes, de nouveaux ajustements que les voitures ont fait. Donc, pour être capable de suivre la Formule 1 proprement, il faut être capable de tout écouter ça, puis d'aller s'informer sur les équipes, d'aller s'informer sur les pilotes. Puis tu sais, on a vu une super bonne série sur Netflix qui est sortie l'année dernière. Puis, je pense qu'ils veulent comprendre plus le domaine de la course. La F1, le documentaire Formule 1 sur Netflix, c'est énorme, ça parle ça traite de beaucoup de points qui sont très techniques et tout, puis c'est très léger dans le sens où c'est facile à comprendre un peu le milieu de la course automobile en regardant ça. Donc, comme que je disais, c'est un milieu qui est très technique, c'est pas tout le monde qui a vraiment nécessairement le temps ou la volonté de suivre beaucoup et de s'informer sur ce sport-là.
Donc, des fois, pour certains gens, c'est dur à suivre ou c'est pas tout le monde, comme que je disais, qui veulent suivre ça. C'est pas parce qu'ils sont pas intéressés, c'est parce que... exactement. Donc, pour mieux faire connaître le sport, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise beaucoup les réseaux sociaux. C'est super important, je pense. C'est pas nécessairement toutes les courses qui sont télédiffusées, même si depuis 2019, CTCC a commencé à mettre un système de live stream. Donc, les courses sont streamées pour la majorité. Donc, ça, c'est le fun parce qu'on peut suivre les courses en ligne. Mais sinon, il y a pas... On peut pas voir d'action à part s'il y a des résultats. Donc, nous, on fait un travail quand même assez énorme et je pense que tu le sais parce que c'est toi qui le fais et Hugo de Profila aussi. Donc, vous faites un travail énorme pour créer du contenu audio, vidéo, photo, textuel et tout pour que les gens qui aimeraient suivre le sport sur notre page Facebook, là, TRC The Racing Company, peuvent suivre les week-ends de A à Z, peuvent suivre la progression des pilotes, peuvent suivre la progression des véhicules, les résultats, en vidéo encore, en photo, le stream. Donc, tout ça ensemble permet de créer, permet de mettre beaucoup de contenu et permet aux gens de suivre un peu la course automobile vue de notre équipe, si on veut. Donc, comme je pense que l'année dernière, la saison dernière, c'était la première fois qu'on faisait un type de programme marketing de ce genre-là. Et ça a fonctionné à merveille. Je pense qu'on s'est amusé beaucoup tout l'été à créer du contenu, à essayer de promouvoir la page Facebook. C'est pas toujours facile d'aller chercher une plus grande audience, d'aller chercher des likes, je pense que etc. le documentaire de Netflix, justement, a aidé au niveau de l'intérêt de la course. Je sais pas c'est quoi les chiffres et tout, mais je suis sûr et certain qu'il y a beaucoup plus de monde qui ont regardé la F1 le week-end. J'ai des chums qui écoutaient zéro ça, qui sont allumés bien raides par la course, qui suivent les gars sur Instagram maintenant, juste parce qu'ils ont écouté ça sur Netflix. Ouais, tu sais, mais c'est ça, comme je te dis, c'est vraiment excitant la course automobile si tu te mets à suivre tout ce qu'il y a autour, tu sais. Ouais, exactement. Parce que c'est pas juste une question de pilote, c'est vraiment une question d'équipe et tout, c'est un sport. De compétition entre les écuries, tu sais, fait que n'importe qui est même fan de football ou peu importe, comme en écoutant ça, va devenir probablement un fan de course, tu sais, fait que exact. Ça c'est cool. Puis je pense que ça a été très bon aussi pour le sport, fait que tant mieux, puis merci à Netflix. ouais, exact. Good. Je veux pas rentrer trop dans les détails parce que c'est maintenant chose du passé comme on s'en parlait, mais tu as dû t'absenter de la course en tant que pilote pour la saison de cet été à cause de raisons de santé. Je veux juste savoir avec toi ou juste que tu me parles de ton feeling quand tu es retourné dans la voiture à Belgique, à Spa, pour ta première course d'endurance. Comment c'était? C'était quoi le feeling? Ah, ça, c'était fou, là. Honnêtement, j'étais hyper content. Puis, je veux dire, après avoir traversé une épreuve comme que j'ai traversé pour un gars de mon âge, ce qui est pas facile, c'est pas tabou, ça me dérange pas d'en parler, dans le fond. Pour ceux qui ne savaient pas, j'ai eu un lymphome de Hodgkin, qui est un cancer des ganglions. Et heureusement, on l'a attrapé à temps. En fait, j'ai appris ça en novembre dernier. Et j'ai fait de la chimiothérapie de janvier à juin 2019. Donc, ça a un petit peu changé les plans, je te dirais, quand tu apprends que tu vas être... excusez-moi l'expression, mais sur le cul pendant 6 mois et plus, parce que de la chimiothérapie, c'est pas facile. C'est vraiment rough sur le physique et tout. Il y a, en même temps que moi, là, il y a Maxence Parrott aussi, là, qui a eu exactement le même cancer, un lymphome de Hodgkin. On l'a appris genre 2-3 jours d'intervalle. Ouais. On a fait notre chimiothérapie en même temps et tout. Lui, je pense qu'il a fait à Sherbrooke, là, on s'est pas croisés, mais... On avait comme vraiment le même truc et ça a super bien été, moi aussi. En fait, juin, je finissais ma chimiothérapie et finalement, donc, dans le fond, j'ai pas eu à faire de radiothérapie, heureusement. Donc, tout ça était chose du passé par après. Il y a des suivis, bon, normal, comme à peu près tous les cancers. Mais mon objectif après ma chimiothérapie, c'est sûr que c'était de retourner aux courses. Puis la première course que j'ai fait à mon retour, c'était les 500 tours TCR
à Spa-Francorchamps. Puis c'était extrêmement important pour moi de faire cette course-là parce que, en fait, c'était une course d'endurance et c'était la première course d'endurance au monde que TCR. Donc, il n'y avait aucune autre catégorie en même temps. Quand on fait des courses d'endurance, comme le championnat qui est 24 Hour Series, auquel je participe maintenant, en fait, tu as plusieurs catégories en même temps sur le circuit. Tu as de la GT3, tu as de la GT4. Je n'expliquerai pas les catégories, je ne rentrerai pas dans les détails, mais si ça vous intéresse, allez voir sur Internet. Tu as une catégorie GT3, GT4, tu as plusieurs autres, une ou deux autres catégories. Oui, exactement. Et tu as la catégorie TCR aussi. Mais là, à Spa, c'était que TCR. Donc, c'était vraiment, vraiment excitant pour le monde de la TCR, pour tout ce qui est de ce type de véhicule-là, parce que, en fait, c'était vraiment juste uniquement pour TCR. Pour moi, c'était vraiment important d'aller là-bas parce que, avec TRC, l'équipe de course, j'essaie qu'on devienne une référence au Canada et en Amérique du Nord en TCR. Donc, le but d'aller à Spa n'était pas juste de courser, mais d'aller rencontrer des équipes de l'Europe, d'aller voir comment ces équipes-là fonctionnent, d'aller un peu comprendre le marché de l'Europe, puis peut-être essayer de rapporter certains éléments au Canada. C'est sûr que c'est tous des marchés différents. Donc, c'était un peu le travail que je m'étais donné là-bas. J'ai rencontré plein de gens, j'ai rencontré des nouvelles équipes. Les gens en Europe sont passionnés de course automobile. Donc j'ai rencontré beaucoup de gens là-bas qui m'ont donné beaucoup d'informations, qui m'ont aidé, qui sont encore des contacts aujourd'hui, qui peut-être un jour vont pouvoir être des partenaires d'affaires. Je ne sais pas, parce que on peut toujours faire des échanges de pilotes ou faire des échanges de véhicules. Ou juste d'informations. Ou d'informations, exactement, de données, de setup, etc. Donc, ça, c'est toujours possible. Donc, ça a été quelque chose qui a été bénéfique de faire cette course-là. Puis, l'autre truc qui était vraiment plus important pour moi, c'est que si je retournais à la course automobile, c'est sûr que c'était la visibilité. Puis là, c'était comme l'occasion d'être le plus visible possible parce que tous les yeux TCR étaient tournés vers le TCR 500 parce que c'était comme la plus grosse course TCR jamais faite au monde. Exactement, jamais faite jusqu'à là. Tu as plein d'événements qui sont très, très, très populaires au niveau du TCR, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui regardait ça. Malheureusement, l'équipe avec laquelle j'ai été n'a pas terminé la course dû à un bris mécanique, mais par contre, on a roulé en deuxième place pendant à peu près 12 heures. On était vraiment en bonne shape, honnêtement. Là. On pensait finir sur le podium. Faut toujours y croire et tout. Puis on se croise toujours les doigts pour qu'il n'y ait pas de bris mécanique, mais il peut s'en passer des choses en 23 heures de course. C'est pour ceux qui ne savent pas, la course d'endurance, dans le fond, c'est une course de 24 heures. Ça dépend. Ouais, exactement. Donc, la course d'endurance classique va être 24 heures. Là. Habituellement, ça va dans ces eaux-là. Mais le TCR 500, c'était 500 tours ou 23 heures maximum. Okay. Évidemment, on était à Spa-Francorchamps en Belgique. On n'a pas fait 500 tours parce qu'il a plu pendant à peu près 20 heures sur 23 heures. Là. Il a plu pas mal. Et j'ai roulé pas mal sur la pluie aussi. Écoute, c'était une expérience incroyable à refaire. Peut-être que je vais refaire le TCR 500 cette année. Cette année, c'est pas en septembre ou octobre, je ne sais plus. Mais c'est en mai. C'est quand même bientôt. Donc, ça m'intéresserait de refaire cette course-là parce que c'était quand même vraiment excitant. Puis, une belle expérience. Pour ceux qui se le demandent, Spa en Belgique, c'est un circuit incroyable. C'est un des plus beaux circuits. C'est le circuit de Formule 1. Ouais, exactement. C'est le circuit de Formule 1. Donc, c'est un très, très, très beau circuit. Là. En TCR, c'est pied au fond à peu près 80% du temps. C'est un circuit qui est très, très grand et tout. Oui, exactement. Donc, pour revenir à mon retour à la course, en fait, ça a été vraiment difficile parce qu'après ma chimiothérapie, ça m'a vraiment scrappé. Là, j'étais
j'étais rendu gris ici, puis j'avais plus un once de muscle sur le corps. Tu sais, ça fait des ravages, ça tue à peu près tout ce que ça touche, là, la chimio. Là. Donc, ça a été très dur de retourner à l'entraînement physique et tout. Ça m'a pris comme un bon mois et demi, 2 mois là, avant d'être capable de recommencer à m'entraîner proprement, tu sais. Puis ma préparation est jamais finie. En fait, je suis toujours en train d'essayer de me préparer le mieux possible. C'est un travail de longue haleine parce que tu sais, je partais de loin. C'est sûr que quand tu sors de la chimiothérapie et tout, là, bon, je pensais pas que ça allait me maganer autant. Tu sais. C'est sûr que avant la chimiothérapie, je n'étais pas la personne la plus en forme, mais j'avais un minimum. Puis quand que je suis sorti de ça, j'ai fait comme ouf. Non, c'est ça. Puis pour le monde qui, tu sais, fin de chimio, juin, course octobre, ça m'a pas laissé beaucoup de temps. C'est sûr que, tu sais, j'étais pas en forme comme j'aurais voulu l'être. Puis je le suis toujours pas d'ailleurs, dans le sens où, tu sais, ma préparation physique elle continue. Puis je pense que le but ultime, tu le sais, c'est de performer aux courses aussi, mais on fait un triathlon ensemble l'été prochain. Fait que ça, faut se préparer pour ça. Donc c'est sûr que ma préparation physique va se durcir et va devenir beaucoup plus sérieuse vers janvier. Là. Je me suis laissé comme jusqu'à janvier pour continuer à m'entraîner puis essayer de me remettre en forme et tout. Puis l'alimentation, bon, c'est sûr que c'est... Je pense que pour moi, le plus difficile, c'est l'alimentation et non l'entraînement parce que j'ai comment dire ça, j'ai coupé en fait le fait que où je me suis motivé en me procurant un gym chez moi. Je me suis acheté quelques trucs pour m'entraîner à la maison. Donc ça redouble de motivation. Là, quand t'as tout chez vous, c'est beaucoup plus facile. Donc ça m'aide beaucoup pour l'entraînement physique. Puis pour ce qui est de l'alimentation, comme je te dis, c'est ça qui est le plus difficile. Cuisiner, moi, c'est... Mais c'est pas ça, facile. C'est pour... Tu sais, le monde qui sont pas vraiment au courant ou qui se demandent pourquoi un pilote doit être en shape et tout, surtout là que tu es en endurance, on s'entend, c'est encore plus difficile, mais tu sais, peux-tu un petit peu nous expliquer pourquoi c'est aussi important pour un pilote d'être en forme? C'est important pour la raison principale qui est de garder ta concentration. OK. Tout se passe extrêmement vite. Je veux dire, quand tu courses, surtout sur une course de sprint, là, tes yeux, ça bouge tout le temps, il y a tout le temps de l'action. C'est sûr que parfois, ça se passe un peu plus lentement en course d'endurance parce que c'est une endurance. Donc, c'est sûr que tu ne te bats pas pour une position à l'immédiat dans les prochaines 45 minutes. On va décider, on va trouver un vainqueur, etc. Mais je me suis rendu compte que même si c'était de la course d'endurance, les gars, la majorité des gars, ils vont comme si c'était une course de sprint. Là, c'est un sprint de 24 heures, ça n'arrête pas, c'est énorme. Je veux dire, les gars, les équipes et les pilotes poussent très très fort pour gagner ces courses-là parce que c'est quand même prestigieux. Là, je veux dire, il y a la majorité des équipes qui participent au 24 Hour Series, le championnat que je te parle, c'est des équipes qui sont très, très, très compétitives. C'est des équipes qui voyagent partout dans le monde. Là. Je veux dire, ils vont du Texas à aller à Dubaï, à aller en Asie, beaucoup en Europe, etc. Donc, c'est des équipes qui sont là pour gagner. Là, donc, ça peut être... Exactement. Donc, la préparation physique est très importante parce que l'endurance, tu vas faire des relais de 1h30 à 2h, tout dépendamment des courses. Et c'est très, très, très demandant mentalement d'être capable d'être resté concentré pendant aussi longtemps. Du plus que physiquement, c'est aussi demandant. Donc, si tu perds ton effort physique, je veux dire, si tu commences à être fatigué dans les bras, fatigué dans les épaules, etc., fatigué pour le corps aussi, c'est quand même rough.
tu vas perdre ta concentration mentale parce que là, tu vas commencer à penser à tes bras, tu vas penser à tes abdos, tu vas commencer à penser à tes fesses, mal aux fesses parce que ça fait 2 heures que tu te fais brasser dans le TCR. Donc, moi c'est ça qui m'a fait pas le plus mal, mais en fait, je pense que ma préparation physique était pas si pire. Je veux dire, je suis resté en forme pendant toute la course, mais j'avais mal aux fesses. J'avais 2 gros bleus, là, tu sais, juste de me faire brasser dans l'auto. Parce que les sièges, c'est pas des sièges. C'est pas des bandes Bentley, là. C'est en fibre de carbone, puis t'as comme ça d'épais de foam, là. Donc, c'est comme aller quasiment à Québec, mais tu roules à combien pendant 1h30 c'est plus qu'aller à Québec parce que tu roules le pied au fond. Tu sais, ça dépend des circuits, tu sais, comme. La moyenne ça dépend de la moyenne de vitesse, là, le nombre de virages et tout, mais tu sais, plus que tu as de virages, plus que ça va être physique, plus que tu as de virages à haute vitesse, plus que ça va être demandant mentalement, physiquement. Il faut que tes bras ils réagissent extrêmement vite par rapport au feeling que tu as avec le véhicule, puis etc. Puis comme que je disais, c'est un 24 heures de sprint. Fait que tu es toujours à la limite, tu essaies de pousser très, très, très fort le véhicule. Donc, ça demande beaucoup, beaucoup de concentration. Puis même des courses comme le TCR 500, normalement, ce qui arrive, c'est qu'en course d'endurance, tu as une limite, en fait. Chaque pilote ne peut pas conduire, disons, plus que 2 heures. Okay. Puis, en fait, il faut que la moitié de ce temps-là, tu le passes au repos. Okay. Donc, si tu conduis pendant 2 heures, il faut que tu aies au moins 1 heure au repos avant de pouvoir reconduire. Puis ça, ils sont capables de le voir là, avec les transpondeurs et tout. Dans l'auto, tu as un truc qui s'appelle le Driver ID. Fait que quand tu rentres dans l'auto, il faut que tu mettes ton Driver ID. Fait que quand tu sors des puits, sur le timing, c'est ton nom qui apparaît et non celui-là du pilote d'avant. Fait que dans le fond, ils sont capables de savoir là, c'est qui est dans la voiture, etc. Donc, tu peux pas conduire plus d'une certaine longueur. Par contre, quand j'ai fait le TCR 500, il n'y avait pas de limite. OK. Exact. Donc, le plus long stint que j'ai fait était de 3 heures et quelques. C'était long. C'était dans le milieu de la nuit. C'était en plein... En fait, c'était mon stint de 3 heures. Je l'ai commencé à peu près 5 heures du matin. Un petit peu plus tard, 5h30 du matin, il faisait noir encore. Et j'ai roulé jusqu'à pas loin de 9 heures. Honnêtement, de voir le lever du soleil, ça scrape, là. Tu sais, tu te dis, j'irais mis. Quand il était rendu 8 heures, là, j'étais fatigué parce que, tu sais, j'ai pas beaucoup dormi pendant la nuit. Écoute, durant cette nuit-là, je décide de retourner à l'hôtel pour me coucher proprement, tu sais, un bon petit 2 heures. L'hôtel était à genre 10 minutes de la piste. Et là, je me réveille à 4 heures du matin parce qu'on a le live timing. Tu sais, je check le timing. Quand moi, je suis parti de la piste, on était 2e. Là, on était rendu 12e. Là, je fais « Oh, tabarouette, il y a un problème. » J'étais avec mon père. Je dis « Ah ouais, papa, je dis à Béto, on s'en retourne à la track parce que là, ça va pas. Puis ça va être moi le prochain qui va embarquer. » Tu sais. Donc, j'arrive à la piste. Finalement, il y avait eu des problèmes de cardan là, et tout. Donc, ils ont changé ça. Ils ont perdu quelques places. Etc. De toute façon, en fait, je suis rentré dans le char, puis dans la voiture, puis comme je te disais, là, 2 heures plus tard, j'étais assez fatigué parce qu'en 24 heures, j'avais dormi à peu près 2 heures. Donc, j'étais comme quand même fatigué, puis 1 heure et quart à peu près dans mon stint, donc dans mon relais, à peu près vers 6 heures du matin, il s'est mis à pleuvoir, mais à pleuvoir. Puis là, il y a plus jusqu'à la fin de la course, mais les deux dernières heures de mon relais, je les ai faites sous la pluie battante, là. On voyait à peu près rien en avant, là. C'est énorme. C'était assez fou. Ça doit être drainant. Ouais, c'était fou. Good, fait qu'on a parlé un peu, pas mal, je veux dire, de courses d'endurance. Tantôt, on a parlé de tes beaux moments, tu nous as parlé de la victoire au Texas. Donc, dans le fond, ta course au Belgique qui était ton retour, c'est ta première course en endurance. Tu en as fait une deuxième dernièrement au Texas, qui était la dernière de la saison pour eux. Vous avez gagné, première place, puis en plus de ça, tu as vécu ça avec un autre Québécois, Jean-François Hervé, on en a parlé plus tantôt.
qu'est-ce que ça signifie pour toi, puis c'était quoi le feeling de gagner? C'est sûr que c'est fou, tu sais, c'est quand même des courses qui sont assez prestigieuses. Je veux dire, le championnat 24 Hour Series veut dire quelque chose pour le reste du monde, tu sais. Donc, c'est le fun de le gagner. J'étais pas avec la même équipe que Aspa, pas parce que l'équipe Aspa était mauvaise, c'était une super bonne équipe. Par contre, quand que j'étais à Spa, comme que je disais, j'ai rencontré des gens, j'ai été voir du monde, puis quand que j'ai vu c'est quelle équipe qui avait gagné le TCR 500, je les ai dit, je vous aime bien, vous autres. donc, en fait, la personne, c'est un peu hasard, je l'avais approché auparavant, avant même la course, j'avais été rencontrer cette équipe-là et tout, elle m'a plu quand même, donc ils m'ont proposé de participer à COTA, au Texas. Puis il manquait un pilote, donc j'ai demandé à mon bon chum GF, ça te tente de participer, parce que je pense que c'est c'est quelque chose qui chérissait un peu aussi, de faire des courses ailleurs qu'au Canada. Et en TCR surtout. Donc, il a décidé d'embarquer avec moi. Fait qu'on a pris nos casques, nos habits, on a dit « let's go, on s'en va au Texas ». Donc, on a participé aux 24 heures de COTA au Texas. Avec l'équipe qui avait gagné les TCR 500, donc qui s'appelle Red Camel Jordans. Et on a gagné. Écoute, le week-end a super bien été. L'équipe m'a demandé de qualifier la voiture. J'ai été bloqué en qualification. J'ai pas pu faire un bon temps. On est parti, je pense, 7e. Après 4 heures de course environ, on était un petit peu plus que ça, peut-être comme 5-6 heures de course, on était premier. Et on a maintenu la première place jusqu'à la fin de la course, qui était quand même serrée, je dois te dire, 1 heure et demie à 2 heures avant la fin de la course. Les 3 premiers étaient tous dans le même tour. Donc imagine-toi là, un tour de 2 minutes. Après 22 heures de course, on est encore dans le même tour. La compétition était quand même assez féroce. T'as des gros pilotes dans les autres écuries. T'as des bonnes écuries aussi qui sont très expérimentées en course d'endurance. Donc, on s'est battu tout le long de la course. L'équipe a fait une stratégie là, incroyable aussi. Donc, ça a super bien été. Nice. Et on est sorti de là avec la victoire. Honnêtement, tu sais, c'est sûr que tu t'espères toujours. En allant là-bas, je pensais pas nécessairement qu'on avait la meilleure équipe, mais au fil des heures, quand la course s'est développée, je me suis rendu compte que l'équipe faisait un job énorme, qui était vraiment fort. Et que les 4 pilotes qu'on avait... se complétaient bien. Exactement. Donc, les 4 gars étaient rapides. Je me souviens, en fait, Matthew Taskinen, qui a couru pour TRC l'année dernière, était là aussi, avec une autre équipe. Son genre de manager, qui est Rémi Lantin, qui est aussi... qui fait partie de l'équipe aussi, avec qui on a fait... le championnat l'année passée en CTCC, il est venu me voir, puis il m'a dit « Il est où votre pilote lent, tu sais? » J'ai dit « Je pense qu'il n'y en a pas finalement. » Puis ce qui arrive, c'est que souvent les équipes ne sont pas capables d'aller chercher 4 pilotes très très rapides. T'en as tout le temps 1 ou 2 qui sont plus lents ou qui ont moins d'expérience. Puis c'est peut-être ceux qui amènent aussi plus de budget à l'équipe, etc. Bon, détail du motorsport. Là. Mais... Et à ma surprise aussi, je me suis rendu compte que en fait, le pilote que je pensais qu'il allait être lent dans notre équipe, qui était un Anglais, était extrêmement rapide aussi. Donc, alléluia, je veux dire, ça a super bien été. Je pense qu'on a roulé des temps là, incroyables tout le long de la course. On a été capable de manager bien les pneus. On n'a fait aucune erreur aussi. Ça, c'est très, très important parce que dans une course d'endurance, le plus important, c'est pas d'être le plus rapide. Mais si tu ne rates aucun arrêt au puits, si tu reçois aucune pénalité, si tu t'accroches avec aucune personne en piste, déjà là, t'es pas loin de la victoire. Là, parce que
c'est très, très, très important. Tu rates un arrêt au puits, il y a quelque chose qui brise sur le véhicule, tu perds du temps, tu sais, c'est énorme, beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Ça va vite là, quand il y a une erreur. Ouais. Puis la même équipe, si je me trompe pas, les mêmes pilotes, tout ça, vous en allez à Dubaï pour la prochaine course en janvier, c'est ça? Ouais, on a décidé de participer aussi là, aux 24 heures de Dubaï, qui est assez incroyable. J'ai jamais été dans les Émirats arabes, ça va être ma première fois. GF revient avec moi aussi. Donc, pour une autre fois, je pense qu'on a eu bon succès. Ivo Breukers, qui était en fait avec nous, qui est propriétaire de la voiture aussi, revient. Et c'est un autre pilote qui va être avec nous. C'est pas Steven qui était là au Texas, c'est un pilote allemand, si je me trompe pas. Je me souviens même pas de son nom par cœur, mais ça a l'air qu'il est bon. C'est pas nous qui book les pilotes. Là, non, fait que, moi, je sais pas, mais ça a l'air que. Puis, je veux dire, quand on a des discussions au Texas avec Ivo, justement, pour faire Dubaï, on s'est dit qu'on s'attendait à un troisième pilote rapide. Là, donc, j'imagine qu'il n'a pas pris n'importe qui. On verra. Suivez la course le 9, 10 et 11 janvier. Fait tantôt, tu t'as parlé de ton père, vous êtes ensemble dans ce projet-là. Tu l'as dit, c'est une très bonne tête au niveau de tout ce qui est carrosserie, voiture, et il lit très bien l'équipe dans tout ce qui est mécanique. C'est un peu ton mentor, ton coach depuis le début. Si tu peux me parler de ça pour commencer, puis aussi me dire, y avait-tu d'autres personnes qui ont agi en tant que mentor pour toi, mettons, autant avec l'écurie ou en tant que pilote? Oui. Mais principalement mon père qui a été vraiment là pour m'aider. Comme j'ai mentionné un petit peu tantôt aussi, t'as Rémi Lantin avec qui ça fait quelques années qu'on essaie de préparer là, et d'amener les TCR au Canada. On a été la première équipe à importer une TCR ici et tout. Puis c'est lui qui m'avait mis ça dans la tête. Puis j'ai travaillé beaucoup avec lui. C'est quelqu'un qui est aux courses depuis des années, donc il m'a quand même enseigné pas mal sur le sport. Mais principalement mon père, je veux dire, mon père, c'est avec lui que je vais aux courses depuis le début. Depuis le karting, je veux dire, il m'a enseigné beaucoup de choses sur l'automobile. Je veux dire, pour tout ce qui est gestion de l'équipe de course et etc. J'ai été à l'école. J'ai fait une technique en admin, un diplôme universitaire aussi en administration. Donc, tu sais, c'est sûr que j'ai appris beaucoup. Souvent, on peut remettre en question ce qu'on apprend là, des fois dans ce genre de programme-là. Là, mais je pense que ça m'a beaucoup aidé pour m'inculquer des méthodes de travail, comprendre un peu plus ce qui se passe au niveau marketing, comment aller chercher, là, comme quand on a parlé un petit peu plus tôt, comment aller chercher plus d'audience, etc. Bon, l'image de marque, l'image de l'équipe de course, la logistique, etc. Souvent, c'est quand même compliqué là, de tout mettre ça en place. Donc, ça m'a aidé beaucoup pour tout ce qui est ce côté-là. Puis, je veux dire, pour revenir à mon père puis à ma mère aussi, là, je veux dire, c'est des entrepreneurs qui ont leur entreprise depuis que je suis né et même avant. Donc, je suis né dans une famille où la business puis l'entreprise, c'est quelque chose du quotidien, tu sais, puis Fix Auto, j'en ai entendu parler à peu près à tous les soupers depuis que je sais écouter. Je veux dire, je me retrouve là-dedans à 100% exact. Parce que c'est la même chose. Mes parents tu sais aussi, c'est ça. Tes parents, c'est des passionnés, autant ton père que ta mère au niveau de l'entreprise, plusieurs entreprises, puis c'est sûr que c'est le fun, puis je sais que, tu sais, même quand on est jeune, des fois, c'est peut-être un peu dans notre subconscient, on n'écoute pas trop ce qui se passe. Mais tu sais ce qui se passe pareil, exactement. Tu règles pas nécessairement leurs problèmes, mais tu analyses pareil. Puis je veux dire, moi, j'ai tout le temps aimé l'entrepreneuriat, j'ai tout le temps aimé ça. J'ai 10 000 projets en même temps, tout le temps. Donc,
j'ai toujours aimé être dans la gestion puis ces trucs-là. Donc, c'est sûr que moi, quand mes parents ils parlaient de business ensemble, fixe auto, tu sais, ça me passait 10 pieds par-dessus la tête, mais d'être capable de comprendre le problème puis d'essayer de trouver une solution, etc. Ça, j'aimais ça, tu sais. Puis je faisais mon travail de mon côté sans leur dire sans leur dire nécessairement ma solution parce que c'est probablement qu'à 10 ans ou à 15 ans, whatever. Même pas si... la meilleure solution. Ouais, non, c'est ça. S'il y a un employé qui t'écoeure, tu te mets dehors. Ouais, c'est ça, exact. Tu mets dehors. That's it. Mais ouais, non, c'est ça. Je pense que mes parents, pour résumer, mes parents, ils m'ont aidé énormément là-dedans. Là, puis je veux dire, tu sais, c'est eux qui sont encore derrière moi là, dans l'équipe de course. Surtout financièrement, là, parce que d'avoir une équipe de course comme ça demande un investissement qui est assez énorme. Là, je veux dire, le camion, le trailer, l'équipement, les outils. D'avoir un auto de course, c'est pas fini. Là, c'est juste le début. Là. Puis même que, en fait, avoir l'auto de course, je te dirais que c'est le dernier élément. Je veux dire, faut que tu achètes le garage ou que tu loues un espace pour être capable de faire de la préparation. Faut que tu aies un camion, que tu aies un trailer. Faut que tu sois capable de loger tes employés. Si c'est pas ton propre logement, faut que tu bookes des hôtels ou whatever, mais il faut que tu sois capable de nourrir un certain nombre de gens. Des fois, on a quoi des 50 invités, 20, 30, 40, 50 invités par week-end. Là, ça demande beaucoup de préparation, beaucoup de logistique. Fait que c'est sûr que ça demande du matériel, ça demande des... Ouais, ma mère, Josée, a fait de la bouffe excellente. Et être capable de... On vous invite de venir nous voir à Trois-Rivières, si jamais vous voulez goûter mon traiteur de José. Good, pour terminer, à part, dans le fond, à part rouler un kart dans un parking d'autobus pour un enfant de 4 ans, quels seraient les conseils que tu donnerais à un pilote qui aimerait ça commencer? Ah ben, tu sais, on en a parlé au départ. Puis, en fait, quelqu'un qui commence à cet âge-là, ça n'a aucun rapport avec l'enfant. Là, c'est plus le parent, là, je veux dire. Souvent, les parents, peut-être qu'ils connaissent pas le milieu. Moi, quelqu'un qui vient me poser des questions par rapport à comment que je fais pour commencer en course automobile, ça me fait plaisir. Mais première affaire que j'y vais lui dire, c'est je vais dire « Assis-toi, es-tu prête? » Parce que ça coûte cher. Tu peux faire de la course automobile à très bas prix. Mais je veux dire, ça sera jamais ce que tu vois à la télé, ce sera jamais ce que tu vois sur les réseaux sociaux, peu importe. Ça a un prix, ça demande énormément d'efforts. Si tu veux gagner ta course si tu veux gagner ta vie avec la course automobile, ça va demander un bon budget de départ ou quoi que ce soit. Je sais pas c'est quoi. Je sais pas c'est rendu comment les budgets en karting, mais je sais que ça l'a augmenté énormément et que c'est rendu hyper cher. Même de faire de la course de karting pour des raisons niaiseuses comme quand que Lance Stroll a commencé à faire de la course de karting. Ce gars-là, il est plus jeune que moi, je pense qu'il a 19 ans, 20 ans aujourd'hui. Quelque chose comme ça. Moi, je finissais le karting. Et j'ai vu ce genre de gars-là arriver au karting au Québec avec des équipes de Formule 1 presque pour faire du kart. C'est sûr là, que quand tu amènes autant de matériel, autant de préparation, etc., tu vas tout déclencher. Je veux dire, si tu le fais pas, shame on you. Là, c'est parce que, tu sais... Puis je l'ai vécu moi aussi, je veux dire, j'ai été assez chanceux en karting pour avoir un certain budget à ma disposition. Je veux dire, tu sais, on a mis beaucoup d'argent là-dedans pour que je performe. Ça apporte des fruits, tu sais, je veux dire, j'ai eu des super belles années en karting et tout. Mais ouais, c'est dès le départ de s'entourer des bonnes personnes. Et d'avoir un certain budget préparé pour ça. D'aller chercher des commanditaires, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile, tu le sais. On a fait un peu ensemble cette année. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Je veux dire, et des noms, tu vas en avoir à peu près 99 sur 100 de noms. Là, tu sais.
Donc, c'est pas facile d'aller chercher des commandites, surtout comme que je disais tantôt que, tu sais, à cette heure, les équipes, ils entendent course automobile, ils pensent à du gaz qui brûle puis des pneus qui explosent. Là, tu sais. Fait que c'est fait que c'est sûr que pour les entreprises, sont très frileux à l'idée de commanditer des équipes de course automobile. Donc de ce côté-là, c'est pas facile non plus. Et en fait, il n'y a rien qui va remplacer du temps de piste. Si tu veux commencer à faire de la course automobile, si tu veux commencer à être dans ce domaine-là, pratique, fais des tours. Fais des tours. Il y a des journées. Quand j'étais jeune en karting, il y a des journées, mon père il m'amenait à Saint-Hilaire. Là, quand j'ai eu 7-8 ans, là, je commençais à faire de la course et tout. Là. On allait là, on faisait 200 tours par jour. Là, on roulait jusqu'à temps que la tank à gaz soit vide. Puis j'arrivais dans les pluies, mon père il remplissait la tank à gaz, je ressortais, je finissais la journée, j'avais des ampoules dans les mains. Je voyais plus clair parce que j'avais mangé plein de sable dans les yeux. Puis tu sais, c'est... Fait que honnêtement, il n'y a rien qui remplace ça. Puis je veux dire, c'est comme n'importe quel sport. Tu veux jouer au basketball, tu veux jouer au hockey, tu veux jouer au football, il faut que tu pratiques. Puis je veux dire, aujourd'hui, quand que je vois, tu sais, mettons, quand que je course dans un championnat comme 24 Hour Series, où il y a des gens de tous les niveaux, t'en as des jeunes comme moi qui ont 26, 27 ans, 30 ans aujourd'hui, qui ont commencé à faire de la course il y avait 5 ans. Puis t'en as qui ont 50 ans, puis qui ont commencé à faire de la course, ça fait 2-3 ans. Sont bons, c'est des personnes qui ont probablement du talent aussi, mais ils n'ont pas l'analyse, ils n'ont pas l'expérience que quelqu'un comme moi a, puis ça paraît. C'est comme n'importe quoi, là, je veux dire, si tu n'as pas autant de pratique ou que tu n'as pas autant de temps de piste que l'autre, c'est sûr que ça désavantage beaucoup. Là, oui, c'est certain. Puis conseil marketing de ma part pour n'importe quel pilote qui commence, mets du contenu tout de suite, crée du contenu, augmente tes réseaux sociaux le plus rapidement possible. Faut l'important. C'est ça qu'ils regardent maintenant. Donc, si tu peux commencer dès que tu es jeune ou peu importe, à commencer à mettre du contenu puis te créer un réseau. Peut-être même pour les parents qui regardent, de te créer une page de fans, de mettre du contenu là-dessus, même si ton contenu est nul, mets-en. Puis essaie d'aller voir sur les pages d'autres pilotes. Les pilotes. Moi, je suis pas vraiment un exemple. En fait, j'utilise pas vraiment ça, mais j'ai un but différent dans la vie. En fait, tu sais, je suis rendu à 26 ans. Je me suis rendu compte que j'allais probablement pas gagner ma vie en faisant de la course automobile, mais je suis quand même chanceux de pouvoir gagner ma vie en tant que pilote professionnel parce que je fais quand même des événements pour les manufacturiers, en fait, automobiles, des track days, des lancements de véhicules, etc. Donc, je me compte énormément chanceux de pouvoir quand même faire ça, qui est en lien avec la course automobile, qui est en lien avec le driving, etc., avec l'automobile. Mais de gagner sa vie avec la course, là, c'est pas facile. C'est pas facile. Puis, ben écoute, Jay, ça fait le tour. Je suis vraiment content de notre conversation. On va inviter les gens à suivre The Racing Company sur Facebook, à te suivre aussi, Jérémy Daniel, sur Facebook. En janvier, on va te souhaiter bonne chance